Action. En effet, vous avez raison, la haine a déferlé après l'intervention d'Elisabeth Badinter sur France Inter. Et ce que révèlent ces attaques et leur violence, c'est la radicalisation, la brutalisation de la vie publique aujourd'hui en France, sous l'égide du nouveau féminisme, du nouvel antiracisme et plus généralement de ce qu'on appelle le wokisme. Il n'y a plus de place pour les divergences. Si vous ne vous inscrivez pas dans le sens de l'histoire fixé par les progressistes autoproclamés, alors vous êtes aussitôt qualifié d'être malfaisant, ignoble, de taré, de gâteux. Et c'est d'autant plus effrayant que les propos d'Elisabeth Badinter étaient marqués au coin du bon sens. Elle a dit que les violences sexuelles n'étaient pas un crime contre l'humanité. Voilà pourquoi elles ne pouvaient pas être imprescriptibles. On nous tympanise avec le devoir de mémoire, mais si on n'est même pas capable de savoir ce qu'a de spécifique un crime contre l'humanité, qui est un crime de masse, alors ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'histoire dont on se réclame tout le temps. Elle dit aussi, Elisabeth Badinter, que le féminisme ne doit pas tourner à la guerre des sexes, c'est-à-dire les femmes ne sont pas toutes des victimes et les hommes tous des oppresseurs. Alors justement, parlons des différences de point de vue et de féminisme, parce que, j'allais dire, à l'autre bout du spectre, il y a Sandrine Rousseau qui a elle-même dénoncé la radicalisation d'Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut. Sandrine Rousseau, elle a dénoncé plus précisément un combo de positions réactionnaires. Rousseau-Badinter, de votre point de vue, qu'est-ce qui les sépare aujourd'hui ? Tout. Alors d'abord, je voudrais relever parmi les énormités quotidiennement proférées par Sandrine Rousseau une phrase que je trouve particulièrement significative. Elle dit qu'il faut instituer un délit de non-partage des tâches ménagères. Et c'est à cela que mène l'idée que tout est politique, que le privé est politique. Si vous voulez, le tout politique conduit nécessairement au tout étatique. Et on place les individus dans un état conscient et permanent de visibilité. Le pouvoir devient une machine panoptique et qui surveille tout le monde tout le temps. Et d'ailleurs, elle n'a pas encore pu, puisqu'elle n'a pas accédé au pouvoir, instituer ce délit. Mais d'ores et déjà, il y a des cellules, notamment chez les écologistes, des cellules internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, VSS, disent-ils, ou disent-elles, et ces cellules, effectivement, placent les individus suspects sous une surveillance permanente. C'est ce qui s'est passé avec Julien Bayou, cette étatisation de la vie privée que vous dénoncez. Elle s'est révélée avec le cas Bayou, parce qu'il n'y a pas d'affaire pour l'instant. Elle ne se réveille pas seulement avec le cas Bayou, mais le cas Bayou est extrêmement révélateur. Oui, on le suit depuis plusieurs années. On interroge des femmes sur son comportement prétendument toxique, mais c'est intéressant parce que les penseurs, les écrivains qui ont traversé l'épreuve du communisme font de la vie privée une valeur cardinale. C'est ce que dit notamment Kundera. Le privé et le public sont deux mondes différents par essence, et le respect de cette différence est la condition sine qua non pour qu'un homme puisse vivre en homme libre. Le rideau qui sépare ces deux mondes est intouchable, et les arracheurs de rideaux sont des criminels. Et ce qui m'inquiète... Des criminels ? Les arracheurs de rideaux de la vie privée sont des criminels. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire dans la vie privée. On ne peut pas tuer, on ne peut pas, bien sûr. Il n'empêche que
aujourd'hui, on voit bien que l'expérience totalitaire n'a eu aucun véritable retentissement. C'est comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu et le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Mais Alain Finkielkraut, est-ce qu'un homme ou une femme politique peut avoir une vie privée avec un rideau hermétique? Oui. Et j'ajoute d'autant plus si, souvent, ils ont donné des leçons de ce qui arrivait à une certaine gauche sur cette vie privée-là. Bien entendu, les écologistes et les responsables de la France Insoumise ont voulu apparaître comme des parangons de la vertu féministe. Ils ont incarné le nouvel ordre moral. Ce nouvel ordre moral se retourne contre eux. Ma première action est de dire c'est bien fait. Mais je ne m'attarde pas à cette réaction, d'abord parce qu'il y a là un emballement très inquiétant, et parce qu'aussi, on ne critique pas ces partis ou ces responsables pour leurs décisions politiques. Vous voyez, on dit que la France insoumise va mal aujourd'hui à cause de l'affaire Quatennens, de l'affaire Coquerel, mais on ne dit pas le pire. Le pire, c'est quoi? Au Mureau, l'autre jour, un élu municipal a dit socialiste, qu'il rendait son tablier parce que il subissait des injures et des menaces, notamment homophobes. Parmi les injures, il y a celle-ci, le blanc quitte ma ville, elle est à nous. Voilà. Et il dit ceci. Or, que fait la France insoumise? Elle choisit les gens qui résonnent en ces termes contre l'élu socialiste. Donc elle courtise cet électorat potentiel. Comment? Par la complaisance envers l'antisémitisme, par la complaisance envers l'islamisme et par la dénonciation des violences policières, comme si nous ne vivions pas à l'âge de la banalisation des violences antipolicières. Alors j'aimerais mieux les attaquer sur le plan politique. Sur ce plan politique, oui. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alain Finkielkraut, en début d'interview. Lorsqu'Elisabeth Badinter estime, et je cite sa phrase, « Les victimes de viol devraient prendre leurs responsabilités et aller porter plainte avant la fin du délai de prescription ». Beaucoup quand même ont estimé que c'était une sorte de claque donnée à toutes ces femmes victimes. Est-ce que vous comprenez l'émotion qui a été suscitée? Non. Il y a une réelle émotion qui a été suscitée. Et alors? Comment ça, et alors? Il y a une réelle émotion, mais il y a des émotions injustifiées. Elles ne sont pas feintes. Il y a des émotions stupides, elles ne sont pas feintes. Mais ces femmes veulent nous convaincre que nous vivons sous un ordre patriarcal, alors que le patriarcat a été complètement démantelé. Le Code civil, dans sa première version, disait que l'homme, la femme doit obéissance à l'homme et l'homme protection à son épouse. Aujourd'hui, c'est terminé. L'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle, l'homme est facultatif dans la procréation, les femmes ont accès à tous les métiers, donc il ne faut pas exagérer. Le nouveau féminisme vit sous ce que Pasternak appelait, pour désigner l'idéologie, sous la domination de l'imaginaire. C'est un imaginaire, et un imaginaire aussi qui a un agenda politique. C'est-à-dire, il s'agit avant toute chose, non de lutte pour l'égalité et pour la liberté, parce que l'égalité et la liberté, ces objectifs ont été largement atteints pour les femmes. C'est une lutte pour le pouvoir, une lutte pour les places. D'ailleurs, pour Sandrine Rousseau, c'est absolument clair. Et il y a un mouvement qui s'est créé autour d'elle, relève féministe. Le nouveau féminisme, c'est un dégagisme. Barrez-vous, on se met là à votre place. Donc, si vous voulez, cette émotion... Le nouveau féminisme est un dégagisme. Oui, pour en revenir à cette émotion, Elisabeth Badinter s'est trompée. Elle a dit 10 ans de prescription il y a 20 ans. Donc, on peut quand même penser que après le long traumatisme subi, c'est suffisant. Mais attendez, Alain Finkielkraut, beaucoup ont dénoncé des propos culpabilisants envers les femmes victimes. D'abord, alors, je ne pense pas que ces propos soient culpabilisants. Il faut s'interroger sur le mouvement MeToo. D'abord, moi aussi, ça m'inquiète parce que ça range toutes les histoires sous une même catégorie.
Il n'y a plus d'histoire singulière, il y a un affrontement entre un oppresseur et des opprimés. Donc c'est déjà extrêmement gênant, si vous voulez. Et puis, oui, dites-moi. Vous parlez de l'intersectionnalité, j'en viens justement à ce sujet-là, parce qu'Elisabeth Badinter a déclaré ceci: dans le système de l'intersectionnalité, il y a 3 groupes selon elle. Les gens de couleur, a-t-elle dit, c'est son expression, les néo-féministes et les islamistes. Ils sont liés par une entente. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une convergence d'intérêts et de fait de lutte, de votre point de vue, comme pour Elisabeth Badinter? Non, l'intersectionnalité est un concept qui nous vient des campus américains et qui intègre plusieurs formes de domination. C'est le sexe, la classe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. Mais ce concept, malgré ses apparences de scientificité, c'est de la foutaise, puisqu'il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sur ce sujet. Il y a énormément d'études aux États-Unis qui sont de la foutaise, parce que le présupposé, c'est que la domination n'a qu'un seul lieu, qu'une seule origine. C'est l'homme occidental, c'est le mâle blanc. Or, les choses ne se passent pas ainsi. Et ce qui me gêne aussi dans MeToo, ou dans ce nouveau féminisme, c'est l'idée selon laquelle l'humiliation est toujours du côté des femmes, pour reprendre une expression d'Agnès Varda, si vous voulez. Il y a Sandrine Rousseau, la santé mentale des femmes est brisée, mais ça n'arrive pas aux hommes, ça aussi? Écoutez, c'est très intéressant parce que j'ai lu dans Libération une tribune de Blandine Grosjean qui s'en prenait notamment à Quatennens et à sa gifle. Et elle dit, les femmes, elles aussi font des trucs peu glorieux, pardon. Quand il a annoncé qu'il la quittait, elle a crevé les pneus de sa voiture, elle a prévenu le mari de sa maîtresse, elle a fait une fausse déclaration d'attouchement sexuel sur leurs enfants. Et elle dit, la gifle c'est pire. Non, la gifle, c'est pas pire qu'une dans fausse... la nature humaine, ça peut arriver à la fécondation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de renverser la charge? Mais non. Entre dire on vous croit toutes et quand même on vous entend, il y a des nuances. On dirait que vous êtes en train de dire attention, il ne faut pas d'emblée croire tout le monde, il peut y avoir des mensonges, etc. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des violences des deux côtés. Voilà pourquoi je n'aime pas le mot violence sexiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'une blague lourde c'est une violence sexiste? Est-ce que la galanterie est une violence sexiste? Est-ce qu'une plaisanterie grivoise est une violence sexiste? Non mais attendez, une claque est une violence. Mais bien entendu. Bien. Mais une gifle, que disent les néo-féministes et leurs compagnons de route masculins, c'est qu'il y a un continuum entre la gifle et le viol, voire le crime de masse. Cette idée est totalement absurde. Et elles disent aussi le privé est politique. Non. Le privé relève du domaine de la littérature. C'est la littérature, c'est le roman qui s'occupait du privé. Et maintenant, on congédie aussi bien d'ailleurs Virginia Woolf, Marguerite Duras que Philippe Roth, et qui s'empare du privé, qui remplace les grands écrivains, Sandrine Rousseau, Caroline de Haas, Jean-Michel Apathy et Daniel Schneiderman. Eh bien, je vous dis, moi, qu'on ne gagne pas au change. C'est votre combinaison gagnante, apparemment, ce matin. Alain Ficron, sur Sandrine Rousseau, qui défend certaines femmes, d'autres se rebellent. On l'a vu hier, lors de la manifestation en soutien aux femmes iraniennes. Sandrine Rousseau a été huée et même qualifiée de certaines expressions. On a entendu collabo Sandrine Rousseau. De quoi est-ce le signe, selon vous ? Collabo, il faut éviter d'utiliser ce genre de terme, mais Sandrine Rousseau, interrogée sur ce qui passe en Iran, a dit que c'était un avatar en Iran du patriarcat qui règne partout. Donc c'est terrible et il y a un contraste saisissant entre la révolte des femmes et des hommes, la révolte des Iraniens contre la tyrannie, notamment la tyrannie du voile, cette tyrannie vestimentaire, et puis le nouveau féminisme. On se dit, mon Dieu, mais pourquoi sommes-nous tombés si bas? Et c'est à elles, c'est d'elles, de ces femmes-là, que nous devrions prendre des leçons, au lieu de dire que nous vivons partout sous la domination d'un ordre patriarcal déchaîné. Vous n'hésitez pas à descendre dans l'arène. On l'entend ce matin sur Europe 1 avec vous, Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que vous répondez pour conclure cette interview à ceux qui vont affirmer que vous voulez maintenir le patriarcat blanc, finalement, que vous venez défendre cela? J'ai rien à leur répondre. Mais écoutez,
je n'aime pas la phrase le privé est politique. Je dis qu'il faut méditer beaucoup plus qu'on a fait l'expérience totalitaire. Et moi, j'ai un tribunal intérieur. Ce sont mes amis. Il se trouve que mes amis sont pour la plupart des femmes. Je veux ne pas les décevoir. Et parmi vos amis, vous comptez Elisabeth Badinter. Oui, bien sûr, mais pas seulement elle, mais bien sûr, je veux ne pas les décevoir. Si en ne les décevant pas, je déçois, j'irrite ou j'indigne la bien-pensance, tant pis pour elle, et sans doute tant pis pour moi, parce que je risque d'en subir des représailles. Merci Alain Finkielkraut. Merci à vous, bonne journée, ainsi qu'à nos auditeurs.